Alors, le deuxième algorithme, c'est l'algorithme El-Gamel. Donc, on a vu RSA, c'est quoi? C'était l'acronyme de la première lettre des gens qui ont créé l'algorithme, donc Rivest, Shamir et Adelman. Le deuxième algorithme, il porte carrément le nom de celui qui l'a créé. Donc, celui qui a créé, c'est Tahar El-Gamel, qui est un chercheur égyptien qui vit aux États-Unis, donc qui l'a créé en 1984. Alors, on a vu la puissance de RSA, elle repose sur quoi? Elle repose particulièrement sur le problème de factorisation en mathématiques, c'est-à-dire que vous avez un nombre, il est difficile, quand il est grand, il est difficile en un temps réduit de pouvoir le factoriser en facteur premier. Et donc ça, c'est, je dirais, la force de RSA qui réside sur ce fait. Par contre, pour l'algorithme El-Gamel, lui, il va résider sur le calcul du logarithme discret. Alors, le logarithme discret, c'est quoi? C'est à un moment donné, vous avez cette quantité h qui est égale à g à la puissance lambda modulo p. Donc, connaissant h, donc il est épais, il est difficile de retrouver le lambda. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le logarithme je dirais, usuel qu'on peut utiliser. C'est vrai que ça, s'il n'y avait pas ce modulo, ce serait très facile. Donc, automatiquement, le h, en ayant cet élément-là, il faut appliquer le logarithme. Automatiquement, on obtient le lambda. Mais par contre, par rapport à l'arithmétique modulaire, les choses ne se font pas de la sorte et donc il est quasiment impossible, donc c'est aussi difficile que ce qu'on a vu avec la factorisation pour pouvoir retrouver le lambda. Et donc ça, toute la force de cet algorithme réside sur ce fait-là. Alors, comment les choses ont été faites? C'est sur la base d'un ensemble, je dirais, de propriétés mathématiques. Donc, comme vous l'avez constaté, c'est ce qu'on a fait déjà avec RSA, c'est toujours, on essaye de tirer profit de, je dirais, des propriétés mathématiques qui existent. Là aussi, on tire profit des propriétés mathématiques pour pouvoir développer la méthode. Alors, vous avez cette notion de groupe qui existe, que vous connaissez tous, donc qui vérifie un certain nombre de propriétés, telles que la fermeture transitive, l'associativité, l'identité et l'inverse. Alors, on travaille sur des groupes avec des modulos. Donc, si je prends Zn, donc c'est l'ensemble des éléments de 0, 1, 2 jusqu'à n-1. Si je prends Zn star, c'est quoi? C'est l'ensemble des entiers modulo n, mais qui sont premiers avec n. Ça veut dire que la définition mathématique, Zn star, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui appartiennent à Zn, tel que le PGCD de A et de n est égal à 1. Donc, si vous prenez par exemple l'exemple de tout à l'heure, Z6, Z6 star, c'est quoi? C'est l'ensemble des éléments qui sont premiers avec 6. Donc, vous regardez par rapport à tous les éléments, il n'y a que 2 qui sont premiers avec 6, qui sont le 1 et le 5. Alors, il y a une autre notion aussi liée à ces groupes, ce qu'on appelle l'ordre du groupe. Donc, l'ordre du groupe, c'est quoi? Ça veut dire le cardinal de ce groupe. Donc, Z star 11, c'est 1, 2, 3 jusqu'à 10. Donc, l'ordre du groupe, c'est 10. Il y a une autre notion, ce qu'on appelle l'ordre d'un élément d'un groupe. Et le plus petit exposant T positif, tel que A à la puissance T, donne l'élément neutre. Et donc, ici, si on voit l'élément 2 qui appartient à Z star 11, donc c'est un élément de ce... L'ordre de 2, c'est quoi? C'est, vous allez calculer la puissance jusqu'à arriver à donc, le plus petit élément,
qui nous permet d'avoir l'élément neutre. Et donc là, vous allez voir que le plus petit exposant, c'est quoi? C'est 10. Donc l'ordre de 2 par rapport à Z11 star, c'est 10. Et c'est quasiment le nombre d'éléments de Z11. Et c'est pour ça que par la suite, on appelle 2, par exemple, c'est un générateur de ce groupe. Donc lui qui permet à travers tous ces calculs de générer l'ensemble des valeurs de mon groupe. Alors, automatiquement, vous avez cet élément qui appelle générateur. En général, il est dénoté avec entre crochets. Et donc, vous voyez que G permet de générer l'ensemble des éléments. Et donc, 2, effectivement, génère l'ensemble des valeurs de Z star 11 et il est considéré comme générateur. Et donc là, on l'appelle ce groupe-là, on l'appelle un groupe cyclique. Pourquoi? Parce que lui, il va générer tous les éléments. Ça veut dire qu'à un moment donné, il tombe vers 1. Ensuite, quand vous allez faire l'exposant suivant, vous allez, comme l'exposant suivant, donc G à la puissance 10, ça va donner 1. Ensuite, si vous calculez G à la puissance 11, c'est quoi? C'est G à la puissance 10 fois G à la puissance 1. Et donc, automatiquement, G à la puissance 10, c'est l'élément neutre. Donc, G puissance 1, vous l'avez déjà calculé. Et c'est pour ça qu'on appelle un groupe cyclique. Et donc, automatiquement, Z11 star, il est cyclique. Et donc, vous avez son générateur qui est 2, donc qui peut vous générer l'ensemble des valeurs de votre groupe. Alors, le logarithme discret, pour comprendre un peu les choses, donc je vais dire que si ce n'était pas le modulo, on pouvait calculer directement, je dirais, les logarithmes, mais comme c'est un truc modulaire, les choses sont un peu plus délicates. Et donc, à chaque fois, on est obligé de faire le calcul pour pouvoir retrouver les valeurs. Alors, comment ça va se passer avec l'algorithme Elgamal? Alors, toujours dans le cadre des algorithmes asymétriques, on a vu le procédé. C'est, première des choses, vous avez l'étape préliminaire, c'est la génération des clés, c'est-à-dire la clé publique et la clé privée. Ensuite, vous avez un algorithme qui permet de chiffrer, et ensuite, un autre algorithme qui permet de déchiffrer. Alors, la première des choses, c'est la génération des clés. Alors, comment les choses vont se faire? Donc, on travaille toujours avec l'arithmétique modulaire, ça veut dire qu'on choisit un grand nombre premier, donc P, qui est un grand nombre premier, et bien entendu, qui est très grand, et P-1 doit avoir un grand facteur premier aussi. Donc, on va produire une clé secrète. Donc, vous voyez ici que ça, c'est un peu l'inverse de RSA. RSA, on choisit la clé publique. Ici, on choisit la clé secrète. Donc, on choisit la clé secrète nommée S, donc qui va être dans l'intervalle 1, P-2. Donc, ça, c'est une condition qui est importante. Donc, de choisir entre 1 jusqu'à P-2. Alors, ensuite, vous avez la clé publique qui va être automatiquement déduite à partir de la clé secrète. Donc, on a toujours le même principe mathématique, ce qu'on a vu dans la RSA. Vous avez la clé secrète qui est en relation mathématiquement avec la clé publique. Sauf que connaissant l'une, vous ne pouvez pas trouver l'autre automatiquement, même s'il y a cette relation mathématique. Ici aussi, c'est le même principe. Vous avez la clé secrète qui est choisie et la clé publique. Elle repose justement sur cette clé secrète. Comment? Donc, la clé publique qui est notée grand P, P majuscule, donc qui n'est autre que G, donc le générateur, à la puissance S modulo P. Et donc, automatiquement, vous avez votre générateur, et donc,
comme vous avez en général votre groupe cyclique, regardez, on a bien choisi S dans l'intervalle M, P-2. Pourquoi? Parce que il est pris de telle sorte à ne pas avoir l'élément neutre. Donc on sait que quand on prend le groupe cyclique, c'est G à la puissance P-1 va donner 1. Et donc là, on élimine la valeur de P-1, donc on ira jusqu'à P-2. Et donc cet élément-là qui va vérifier cette condition. Et par la suite, on va publier la clé. Donc la clé publique, c'est quoi? C'est le module P, le G qui est générateur, et le P, le grand P, qui est calculé par cette formule-là. Donc P, grand P est égal à G à la puissance S modulo P. Donc ça, c'est la formule qui montre la puissance du logarithme discret. C'est-à-dire quand vous connaissez grand P et petit p et G, il n'est pas évident de retrouver le S automatiquement, même s'il y a cette relation. Donc, si vous essayez la force brute, donc vous essayez de faire des calculs énormes pour pouvoir trouver la bonne valeur. C'est un peu typiquement le même problème posé par RSA. Et donc, vous avez d'un côté la clé publique et de l'autre côté la clé secrète, donc qui ne doit pas être publique. Maintenant, on va passer à notre algorithme de chiffrement. Dans la suite, donc on a un mécanisme de chiffrement. Comment les choses vont se faire? Donc en ayant un message M, naturellement, vous êtes toujours dans l'exponentiation modulaire, donc automatiquement le M il doit être inférieur à P, donc ce qui permettra d'avoir effectivement l'opération inverse par la suite. Alors maintenant dans le chiffrement, comment les choses vont se faire? Donc dans RSA, ce qu'on faisait, on avait directement le message et on faisait l'exponentiation avec la clé publique. Là, les choses sont légèrement différentes. Ici, on doit choisir un nombre aléatoire qu'on ne doit pas publier d'ailleurs. Et c'est-à-dire à chaque fois que je chiffre, je dois choisir un nouveau nombre aléatoire, d'où l'intérêt d'avoir ce qu'on appelle des générateurs de nombres aléatoires. Et donc ça, ce qui vous permettra d'avoir à chaque fois un nouveau nombre aléatoire. Et on va calculer les quantités suivantes, C1 et C2. Donc C1, c'est quoi? C'est G à la puissance K, modulo P, et C2, c'est M fois P grand P, qui est la clé publique, à la puissance K, modulo P. Et donc notre chiffré, ça va être quoi? Ça va être le couple C1, C2. Et donc là, la première constatation qu'on regarde, c'est la remarque qui est donnée sur le slide. Donc, vous avez le message chiffré qui est 2 fois plus long que le message. C'est-à-dire que dans RSA, on calculait directement le chiffré à partir du message. Là, on va calculer un couple de valeurs par rapport au message. Et donc ça, c'est cette remarque qui permet de dire qu'effectivement, l'algorithme LGML présente un inconvénient qui est celui de la longueur. Donc là, si vous calculez 2 quantités, ça veut dire que vous faites plus d'opérations. Et ça prendra plus de temps. Alors, pour le mécanisme de déchiffrement, comment les choses se passent, c'est-à-dire que quand vous allez recevoir le chiffré, c'est un couple, C1, C2. Alors, comment faire pour trouver le message 1? Tout simplement, C1, vous allez l'élever à la puissance moins S, je rappelle S, c'est la clé secrète, fois C2. Donc, si vous faites ce calcul-là, modulo P, vous allez obtenir le 1. Effectivement, si vous regardez de près, je calcule cette valeur qui est R1. R1, c'est quoi? C'est C1 à la puissance S. Donc, mathématiquement, c'est quoi? C'est que C1, c'était G à la puissance K. Donc, vous allez l'élever à S, donc ça vous donne G à la puissance SK.
Donc, vous savez que l'opération d'exponentiation et de produit, elle est commutative. Donc, ici, g à la puissance sk, je peux l'écrire comme étant g à la puissance k, ou tout à la puissance g à la puissance s, le tout à la puissance k. Donc, g à la puissance s n'est autre que grand P. Donc, c'est grand P à la puissance k. Alors, si je fais cette valeur, donc regardez, donc c'est le C2 ici, fois C1 à la puissance moins S. R1, c'est quoi? C'est C1 à la puissance S. Donc, C1 à la puissance moins S, c'est quoi? C'est R à la puissance moins 1. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai C2. C2, ce n'est autre que M fois P à la puissance K. Donc ça, c'est la définition lors du chiffrement, c'est ce qu'on a fait. Fois R1 à la puissance moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cette quantité. Moins 1, ça veut dire que c'est tout simplement P moins K. Donc, quand vous faites ce produit-là, donc le produit des modulos, c'est le produit des deux éléments au même modulo. Donc, vous sortez le P, donc ça va être cette quantité fois cette quantité, le tout modulo P. Et donc, automatiquement, P à la puissance K fois P à la puissance moins K, ça va s'éliminer, donc ce qui vous donnera 1. Donc, mathématiquement, vous avez démontré qu'effectivement, le déchiffrement s'opère bien avec cette technique qui consiste à effectivement réaliser ce produit-là. Oui, il y avait une question concernant le cas. Le cas, effectivement, on doit le choisir de telle sorte qu'il soit inférieur, inférieur strictement à P-1. Donc, exactement, il va être choisi au même titre que S, c'est-à-dire dans l'intervalle 1, P-2. Donc, pour éviter le problème de l'élément neutre, etc. Et donc, ça, c'est ce qui permet effectivement d'avoir le mécanisme de, je dirais, le mécanisme de chiffrement et déchiffrement dans LGML. Et donc là, vous voyez, c'est le même principe aussi dans le déchiffrement. Quand vous avez une quantité qui est doublée, c'est-à-dire un couple, donc automatiquement, on a plus de calculs à faire pour pouvoir retrouver le message en clé. Voici un exemple d'application directe. Donc ici, on choisit juste des petites valeurs pour juste les besoins de calcul pour éviter de faire des calculs très grands. Alors ici, vous avez P qui est égal à 11, le G qui est égal à 2. Là, c'est le même exemple de tout à l'heure pour montrer qu'effectivement, G, c'est un générateur de 11. On choisit S à intervalle, on choisit 3. Et par la suite, ça nous permettra de trouver la clé publique. La clé publique, c'est quoi? C'est G à la puissance S modulo P. Donc, vous avez trouvé 2 à la puissance 3, donc qui donne 8. Et ça, c'est petit p, petit g et grand P. Donc, ce qui vous donne les valeurs de votre clé publique. Alors, pour chiffrer, on choisit K, donc on en a pris 6. Donc, vous avez C1, vous faites ce calcul, et vous avez C2, en faisant le calcul M fois cette valeur, donc ce qui vous donnera le résultat final ici. Donc, vous allez obtenir un chiffré qui est composé des deux valeurs. Donc, ici, C2, c'est quoi? C'est M fois grand P, c'est celui-là qu'on a calculé ici, le 8, à la puissance 6, qui est le K. Et vous allez obtenir cette valeur. Et donc, le chiffré, c'est quoi? C'est le couple. Et donc, ça, ce qui permet de confirmer que effectivement RSA prend plus de temps que LGML prend plus de temps que RSA. Et donc, ça, c'est ce qui est reproché à LGML, même si sa puissance mathématique, c'est une puissance qui est assez forte. Son problème, c'est au niveau de l'implémentation et de la mise en œuvre.
Donc, vous avez des calculs qui prennent plus de temps, et donc, d'où la lenteur au niveau du mécanisme de chiffrement. Et donc, quand on trouve le chiffré, on peut faire le déchiffrement en suivant les étapes décrites tout à l'heure. Donc, calculer C1 à la puissance S, ça vous donne cette valeur, et ensuite appliquer C2 fois R1 à la puissance moins 1. Donc, c'est 8 fois cette valeur C3 à la puissance moins 1 modulo 11. Et automatiquement, l'inverse de 3, c'est 4. Et donc, vous allez trouver 8 fois 4 modulo 11. Et donc, ça vous permettra de trouver cette valeur moins 1 qui n'est autre que 10. Et donc, on retrouve la valeur du message de départ. Alors, autre propriété aussi liée à LGML, donc c'est un algorithme qui n'est pas déterministe. Donc, pourquoi qu'il n'est pas déterministe? Parce que dans le processus de chiffrement, à chaque fois, vous choisissez une valeur de K. Et donc, je peux choisir n'importe quelle valeur, et donc ça me donnera une certaine valeur intermédiaire qui est chiffrée. Et par la suite, je peux déchiffrer pour retrouver le message en clair, ce qui n'est pas le cas de RSA. RSA, c'est un algorithme qui est déterministe. Donc là aussi, il y a une différence entre les deux. Bon, alors ici, donc, j'avais dit qu'une des propriétés aussi d'LGML, c'était un algorithme qui n'est pas déterministe. Donc probabiliste, pourquoi? Parce que c'est en fonction du cas, de la valeur de K. Quelqu'un pourrait dire, tiens, ça veut dire que pour avoir le passage du message M vers un chiffré, et ensuite je retrouve le message en clair. Donc je peux avec le même message avoir un autre chiffré, et donc je retrouve le M. Donc de prime abord, ça peut apparaître comme étant quelque chose qui est un peu bizarre, dans le sens, tiens, je prends différents chemins et je retrouve toujours le message en clair initial. À vrai dire que ça, c'est dû essentiellement je dirais, à l'algorithme lui-même. Donc, si vous regardez l'algorithme avec sa méthode, donc regardez ici ce qui se passe. Donc, quand je chiffre, donc ici, quand je chiffre, j'ai ces deux quantités, regardez. Donc, c'est quantité C1 et C2, donc G à la puissance K, P à la puissance K. Et donc ça, c'est les valeurs en dépendent en fonction de K. Chaque fois que vous changez le K, vous obtenez un nouveau couple C1, C2. Alors, le problème, c'est comment on y arrive justement à retomber sur pied, c'est-à-dire toujours de revenir à M, c'est par le fait que le K, il est porté. Effectivement, je dirais, donc si vous essayez de regarder de près les choses, le K, il est porté par C1, il est porté par C2. Donc l'idée, c'est d'éliminer un peu, d'éliminer justement ce cas. Comment éliminer ce cas? C'est au niveau de l'algorithme, c'est ce qui a été fait. C'est C1 qui est porteur de K, donc on le met à la puissance S. Pourquoi? Parce que le C2 lui-même est porteur de S aussi. Parce que si vous analysez en profondeur, C2, c'est quoi? C'est ce P, ce grand P qui se trouve ici. P à la puissance K. Or, P, c'est quoi? Ce n'est autre que G à la puissance S. Donc, il est porteur de S. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir éliminer ces deux quantités. Donc, P à la puissance K et G à la puissance K. Celui-là, pour le remettre à P, on va l'élever à la puissance moins S. Donc, ça donnera G à la puissance moins SK. Et celui-là, c'est G à la puissance SK. Et donc, du coup, avec l'inverse, on va éliminer les deux valeurs et ça nous permettra de retrouver le M. Donc, ça, c'est l'astuce qui a été utilisée justement dans l'algorithme LGML. Et donc, ce qui vous permet d'avoir plusieurs chemins. Et donc, vous, dans l'opération
Donc, dans l'opération de chiffrement, tu peux avoir différents chemins que tu peux emprunter, mais à chaque fois que tu empruntes un chemin, tu vas toujours, avec le déchiffrement, retrouver le message en clair. Donc, ça, c'est l'astuce qui a été mise dans le processus de chiffrement et de déchiffrement pour retrouver le clair. Alors, autre chose aussi qui est liée aux propriétés de l'algorithme LGML, c'est un mécanisme de chiffrement homomorphique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chiffrement, le produit de deux chiffrements, n'est autre que le produit, que le chiffrement du produit. Et donc ça, vous pouvez le faire et faire la démonstration, elle est simple ici. Donc le chiffrement de M1, c'est quoi? C'est G à la puissance, par exemple, j'ai choisi K1 pour M1, G à la puissance K1, P à la puissance K1 fois M1. Par contre, le chiffrement de M2, je choisis un autre cas, donc c'est G à la puissance K2, P à la puissance K2 fois M2. Et donc, ce produit de couple, c'est quoi? C'est le produit des éléments. Donc, le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième. Donc, ça nous donne G à la puissance K1 plus K2, puisque le produit de GK1 fois GK2, ce n'est autre que K1 plus K2. Et par la suite, vous avez P à la puissance K1 plus K2 fois le produit des éléments. Et donc ça, ce n'est autre que le chiffrement du produit M1, M2. Et donc ça, c'est ce qui vous donne la propriété du chiffrement LGML, c'est un chiffrement homomorphique, c'est-à-dire qu'il vérifie pour l'opération du produit. Donc le chiffrement, le produit de deux chiffrements, ce n'est autre que le chiffrement du produit des messages. Alors, la question elle est posée pour RSA. Est-ce que RSA possède-t-il la même propriété? Donc, à vous de le démontrer.